Moi, je suis Cédric Nolin, passionné de pêche à la mouche depuis plus de 30 ans. Et je pêche un peu partout dans le monde. Et je pêche beaucoup sur mes rivières franc-comtoises. Et puis, je pêche beaucoup, moi, mes préférences, mes spécialités sont la nymphe à vue, la sèche ou l'indicateur. Voilà, je pêche un peu à la roulette, mais très peu. J'ai beaucoup pratiqué à l'époque. Maintenant, je pêche beaucoup plus en sortant de la soie. C'est plus un plaisir, quoi. Je préfère pêcher par plaisir que de pêcher par contrainte. Donc, voilà ma philosophie à moi. Je connais bien quelqu'un que vous avez reçu aussi, Tanguy. On est très proches, ouais. On fait beaucoup de voyages ensemble et puis on se côtoie beaucoup. Je l'ai eu sous mon un peu, je l'ai initié un peu à la pêche en nymphe à vue parce il était tout jeune quand il est arrivé sur la Loue, il connaissait pas bien. Donc, on a eu la chance de se rencontrer, ça a matché entre nous et du coup, ben, je lui ai montré pas mal de choses et maintenant c'est un passionné et un très bon pêcheur, quoi. Voilà, il a fait son site de mouches maintenant qui marche très bien d'ailleurs. Donc voilà pour moi. J'ai fait de la compétition, j'ai fait un peu de tout et puis voilà quoi. Ouais, bah ouais, là, voilà, on avait dit qu'on parlerait un peu de voyage. Donc on avait dit on avait sélectionné deux voyages, hein, Autriche et Espagne, pour des voyages qui sont pas très loin de chez vous si vous êtes tenté d'aller faire un tour. Donc voyage en Autriche, il y a des truites effectivement, mais beaucoup plus pour les ombres, grosse densité d'ombres sur beaucoup de rivières assez courantes, donc qui s'adapte très bien à la pêche au infophile, mais moi je l'ai pas beaucoup pratiqué parce que j'ai pêché autrement, mais qui pêche très bien en sèche, qui pêche très bien en à vue sur certaines parties de rivière. Et ce qui marche pour moi, qui aime bien sortir de la soie, c'est l'indicateur qui a mieux marché, quoi. Parce que ça permet de pêcher les veines d'eau bien ajustées. Mais toutes techniques de pêche sont praticables, pas très cher financièrement, beaucoup de parcours gérés par des hôtels ou par des agences, on va dire, hein. C'est un peu, c'est pas forcément des hôtels, mais des groupements de logements et vous avez la pêche avec. Ça se passe comme ça en Autriche. Vous avez toujours, faut toujours avoir le logement et la pêche vient avec. Vous ne pouvez pas avoir une carte de pêche sans loger. C'est souvent eux qui ont les droits. Et voilà, c'est des super parties de pêche à faire avec beaucoup de poissons. Donc pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner des informations. Là, en l'occurrence, sur les photos, là, beaucoup, on était avec Tanguy, on était sur une rivière qui s'appelle la Molle. Donc la Molle, on a fait la Molle, on a fait d'autres, mais la Molle était vraiment intéressante. On a fait la Grande Drao. La rivière Molle, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est mais pourri donc. Et quand je dis pourri donc, je suis pas méchant parce qu'on a fait des poissons, des journées à plus de 40-50 poissons chacun, quoi. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Pour ceux qui aiment les ombres. Sur la fin de saison, voilà. Oui. Il y en a qui connaissent ou pas? Oui. Oui, il y en a qui connaissent. Ouais. Ouais, bah moi j'étais chez Gargantini, pour ceux que ça intéresse. Donc j'étais pas à l'hôtel, parce qu'il y a l'hôtel Gargantini qui a les parcours, j'étais chez Riverside Fishing, donc il a des petits chalets au bord d'un lac, et il a les parcours de pêche sur la Molle et la Grande Drao, la Gaille, tout ça. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, hein, mais voilà, il te vend un package avec une semaine complète. Je pense que c'est dans les 800-900 euros. Et puis, tu as les cartes de pêche, tu as tout. Donc, ça, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment intéressant. Mais il y a des truites. Il y en a pris quelques truites, mais c'est majoritairement pour l'ombre, quoi. Alors, c'est totalement no-kill. Donc, déjà, il n'y a pas d'histoire de garder de poisson ou quoi. Et en thème piscicole, il y a toutes les classes d'âge et il y a vraiment une densité, pour ma part, pour les ombres, impressionnante. Il y a des veines d'eau. On a touché 40-50 poissons dans la même veine d'eau, hein, à 2-3 pêcheurs, hein. On a fait des doublés, des triplés. Tu as vu le reportage de Tanguy, c'était, voilà, on a vraiment fait du poisson. Après, la taille moyenne, on a fait quelques jolis poissons, mais la taille moyenne était plutôt dans les 35, 40, 42.
Je pense que dans les années à venir, vu la densité de poissons, ça risque d'exploser au niveau des tailles. Après, on a pris toutes les tailles, hein. On a pris des ombrets, on a pris des ondes de 25, on a pris des ondes de 30, on a pris des ondes machin. Et le plus beau qu'on a fait, 51. C'est celui qui est sur la photo, là. Comment? C'est celui de la photo en haut à droite. Ouais, en haut, là, ouais. C'est sur la grande en haut. Le bébé, ouais. Ah, bah après, ce qui est beau, c'est en Autriche, pour moi, pour ma part, hein, moi, je vais en voyage, c'est aussi pour les décors. En Autriche, vous avez un décor montagne, neige et tout, c'est dingue, quoi. Vous êtes au milieu des montagnes, c'est magnifique, quoi. Ah non, c'est pas Wernitzburg, c'est Malbrook. C'est Mühldorf, exactement, le village. C'est quelle période est la plus propice pour un voyage comme ça? Alors, moi, j'y étais en octobre. Là, j'y étais fin octobre. Je fais. Alors, c'est ma part, c'est ma vision des choses, c'est mon ressenti. C'est pour ça que j'impose rien à personne. Je voyage beaucoup à cette période-là parce que la pêche est fermée chez nous. Et à l'étranger, elle est ouverte. Donc, je préfère partir à cette période-là à l'étranger et puis profiter de ma carte de pêche que j'ai payée en France pour pêcher en France. Mais la meilleure période, en fait, c'est bon du 15-20 avril jusqu'au fin octobre. Après, la différence, c'est qu'en octobre, fin octobre, il y a des rivières qui sont pêchables, qui ne sont pas pêchables avant. La Grande Drao, par exemple, elle est impêchable avant le 10 octobre. C'est une grosse rivière, fonte des neiges, elle est grise, elle est impêchable. Et donc, vous êtes cantonné à la Molle, à la Sorgiva, à deux, trois petites rivières, et puis vous êtes coincé sur les autres périodes, parce que quand vous y partez octobre, novembre, ben là, vous avez un panel de rivières avec les grosses rivières qui s'ouvrent à vous, que vous pouvez pêcher. Donc, je conseille plutôt fin de saison, sous l'Autriche, pour pêcher les rivières moyennes ou normales. Après, les grandes rivières, voilà, il n'y a que la fin de saison, quoi. Elles sont assujetties à la fonte des neiges. Vous y allez comment? En voiture, en avion? En voiture, moi, j'y vais en voiture. Depuis chez moi, j'ai 8 heures de route. On fait des voitures de 4, 3. L'aller-retour, à peu près, en voiture, si vous êtes 3 dans une voiture, c'est 150 € l'aller-retour chacun, pour l'essence et les péages. Donc, ça fait un voyage à 1 000 €, quoi. Ouais, ouais. 6 jours de pêche. Après, nous, on a pris Riverside Fishing parce qu'on voulait être tranquille. Alors, voilà. On s'est débrouillé tout seul, en fait. Tu as les chalets, tu te débrouilles tout seul. On s'est fait à manger tout seul, on a ramené à manger et on s'est débrouillé tout seul. Il y a des hôtels comme Gargantini qui a les mêmes parcours à l'hôtel Gargantini. Et là, vous avez les repas avec. Par contre, le prix n'est pas le même. Voilà. Nous, on ne voulait pas prendre l'hôtel avec les repas parce qu'il y a des horaires en Autriche, c'est un peu spécial. Ils ont des horaires, ils ferment très tôt les repas. Et du coup, ça vous fait louper le coup du soir, ça vous fait rentrer, vous changer, et après, vous ne pouvez pas partir à la pêche. On a préféré gérer de notre manière et puis dire bah, on rentre à l'heure où on rentre. On était 6, on mangeait le soir ensemble, on se faisait à manger, on buvait l'apéro, on mangeait au chalet, et puis voilà. Mais j'ai fait d'autres voyages aussi où je mange sur place parce que les horaires me conviennent, hein. Mais après, si les horaires. Là, en Autriche, c'est assez spécial. Ils mangent très tôt. Donc, généralement, si vous faites restaurant le soir, ou du soir, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, sur ces pays-là, je mange pas au restaurant ou je mange pas au truc de l'hôtel parce que on est un peu condamné à rentrer à 5-6 heures et puis à se changer, se laver, puis aller manger, puis après, c'est plié, quoi. Parce que nous, on a pêché jusqu'à 7h30, 8h, et puis après, on est rentré manger. Parce qu'il y a une particularité en Autriche qu'il n'y a pas dans plein de pays. Dans d'autres pays, il y en a aussi, elle y est aussi, mais pas. Vous avez le droit de pêcher 1 heure avant le lever du jour et 1 heure après le coucher du soleil en Autriche. Ce qui est assez particulier.
Ce qui fait que vous pouvez pêcher plus tard dans la soirée, quoi. Faut bien connaître la rivière. Ah maintenant, vous pouvez pêcher sur un spot où vous êtes à côté du bord, pas trop loin dans l'eau, et puis sortir vite, voilà, c'est bien. Mais là, en pêchant 1 heure après le coucher du soleil, nous, on a fait des essais et tout ça, on pêche soit en sèche sur les gobages, il peut y avoir, ou autrement au streamer, essayer de taper, parce qu'il y a beaucoup de huchons en Autriche. Donc là, c'est l'heure où 1 heure avant ou 1 heure après, c'est l'heure où vous avez des huchons, quoi. Mais ça intéresse du monde, cette destination-là, parce que sinon, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne les informations hein, du site. Hein. Ça peut être super intéressant ouais, de faire un petit dossier pour ceux qui veulent partir du club, si on a des infos en amont, des points GPS, des trucs comme ça. Ouais, carrément, on est preneur quoi, pour le club. Ouais, il n'y a pas de souci. Kevin, je te transmettrai ça, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, c'est intéressant. Après, voilà, si vous aimez pêcher l'ombre, nous, on adore l'ombre. Chez nous, on est quand même des pêcheurs d'ombre, on adore ce poisson-là. Ça nous a permis de prendre pas mal de poissons en fin de saison, que c'est plus compliqué maintenant en France d'en prendre partout, quoi. Et l'ouverture par rapport à la France? Alors eux, ils ont des rivières qui sont ouvertes toute l'année et des rivières qui ferment à certaines périodes, mais il y a toujours des rivières qui pêchent. En fait, voilà, c'est pas pareil. En fait, c'est que ils ont des rivières qui ouvrent au mois de janvier, qui ferment au 31 décembre, qui ouvrent le 1er janvier. Et il y a des rivières qui ferment, qui ouvrent le 15 avril, qui ferment le 15 novembre. Mais là, sur le site que moi j'ai été, Gargantini, vous avez 6 ou 7 rivières. Donc, il y a toujours une rivière de pêchable, en fait. Elles sont jamais toutes fermées en même temps et jamais toutes ouvertes euh, en même temps, parce que même si elles sont ouvertes, il y a des grandes rivières comme la Grande Drao, la Gaille et tout ça, si elles sont ouvertes, et ben, au mois de juillet, vous y allez, la pêche est ouverte, mais vous ne pouvez pas les pêcher. Il y a la fonte des neiges, elles sont grises, elles sont hautes, elles sont blanches, elles sont froides, et il ne se passe rien, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a tout style de rivière. Après, moi, sur l'Autriche, j'ai pas fait que. J'ai été plusieurs fois en Autriche. Là, je vous parle de Gargantini parce que c'est le dernier voyage que j'ai fait là au mois d'octobre l'année dernière. Mais j'ai déjà fait d'autres destinations en Autriche. J'ai fait déjà fait Gargantini à l'époque hein, pour un tournage vidéo et tout ça. J'ai déjà été 2 fois chez eux. J'ai fait aussi du côté de comment ça s'appelle Forellenstube, du côté, mais beaucoup plus du côté de Salzbourg, donc sur la Salzar et puis la Forellen, je ne sais plus comment elle s'appelle la rivière, mais c'est une rivière qui est gérée par un hôtel. Et du coup, c'est à Saint-Martin-Barrihofer, exactement. C'est le Loferbar, voilà, la rivière. Et ben, ils ont la Salzar et le Loferbar, ils ont 2 rivières qui gèrent avec un lac au-dessus. Et ben, j'ai pris beaucoup de poissons de remise. Donc, j'ai pas forcément apprécié ce lieu. Et j'ai fait l'hôtel Sonné aussi, qui avait des parcours sur la Molle qui étaient super intéressants, et sur Lips et Lissel, ils avaient des super parcours. J'ai fait aussi l'hôtel Lisa, qui a des parcours sur la Murgue et la Salza. Donc, ouais, c'est tout géré par des hôtels. J'ai fait plusieurs endroits, mais le problème de tous les hôtels que je vous ai cités avant, c'est qu'ils ont un parcours qui paye à l'année et puis qui vendent les cartes sur un parcours d'une rivière ou de 2 rivières. Là, où j'ai été, là, il y a quand même 6 rivières avec un lac, avec des ruisseaux. Donc, il y a beaucoup plus de. En prenant la semaine là, j'ai plus de chances de pouvoir pêcher tous les jours et correctement que de prendre un hôtel avec 2 rivières et puis que si les 2 rivières sont démontées, je pêche pas, quoi. Ok, top. Si tu peux, quand tu partages les trucs à Kevin là sur l'histoire là des ouvertures ou
où tu Bah, vois attends, les perles de pêche. je vais vous donner le site Riverside Fishing Lodge, là, je vous donne le site et tout est marqué dessus par parcours. Ouais, Donc tous les parcours sont marqués, ils marquent les techniques de pêche, ils marquent le débit, ils marquent quel niveau, quelle mouche il faut aussi, ils marquent. C'est pas forcément une mouche que j'ai utilisée, mais les mouches que eux conseillent, ils marquent tout. c'est top. Ouais, Riverside Fishing Lodge. On va dire Autriche. Riverside Fishing Lodge, tu l'as là, il est proposé. Vaccination, c'est ça. Bah, c'est le chalet où on a dormi, là, c'est là qu'on était. Là, le dernier voyage que j'ai fait, c'est là que j'étais. Chez Alberto. Alors, si vous dites que vous venez de ma part sur ce logement-là, là, cet endroit-là, il vous fait une réduction. Hein. Vous dites que vous venez de la part de Monsieur Nola, Cédric, et vous aurez une réduction sur le. En bas, tu as 5 private sweaters, en bas, là, c'est marqué, là. Là, et tu as les 5 private sweaters, tu as tous les, tous les parcours, ils t'expliquent tout. Après, si tu peux le mettre en français, tout ça. Donc, on a logé, nous, dans les chalets là. Ouais, c'est ça. Alors, il a un lac là, bah, juste les chalets là, tu vois où ils sont là. D'où est pris la photo, tu vois les roseaux là, sur la photo là où ces chalets là. Et bah devant là, il y a un ruisseau qui passe, là, qui est pêchable uniquement en AFA vue. Bah, on le voit là, en dernière photo là, 2 km de stream là. Voilà, celui-là là. Il passe devant les chalets là, et derrière, tu as un grand lac où tu peux pêcher à la mouche avec les pontons, mais qui pêche aussi la carpe, qui pêche le brochet, il pêche tout dans le lac. Et en fait, avec le logement, tous les jours, avec le logement, tous les jours, tu peux pêcher le show swing de 2 km qui est devant les chalets et le lac, tous les jours. Ça, c'est compris dans le prix. Et après, chaque jour, quand tu arrives, en fait, c'est vachement bien organisé, tu arrives, il te donne un bracelet, il te donne les cartes de pêche pour la semaine, et il dit, en fait, si vous êtes un groupe, ça c'est vraiment intéressant, je bien fait de regarder, parce que comme ça, je peux vous en parler. Il a une philosophie, Alberto, qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître ailleurs. Il a ses parcours, il a ses réservations de pêcheurs. Moi, j'étais un groupe de 6 quand on était avec Tanguy et mes amis. Et chaque jour, on était sur un parcours, on était seul. Ils ne donnent pas les cartes sur le parcours le lundi, par exemple, à tous ces pêcheurs le lundi au même endroit. Si moi, le lundi, je suis sur un parcours de 25 km ou de 15 km sur la Molle, et ben, les mecs qui avaient le logement à côté, parce qu'il y avait d'autres personnes qui logeaient, hein, étaient sur un autre parcours sur la Drao, la Molle ou la Sangiva. En fait, vous êtes votre équipe, vous avez le parcours pour vous seul chaque jour qui va vous donner. D'accord? Donc, nous, on a fait 3 parcours sur la Molle. On a fait le parcours aval, parcours amont et parcours médian. Et sur le parcours médian, on avait 18 km. On n'a fait que 2 km et demi. À 6. Donc, il y avait de quoi travailler. On l'a pas fait. Et lui, vous donne les cartes, le bracelet, machin et tout. Et vous dit, bah, tel jour, vous êtes à tel endroit. Et alors, moi, il n'était pas sur place parce qu'il était au Canada. Mais moi, je le connais très bien parce que je vous dis, je le connais, j'ai fait des vidéos pour lui et il parle très bien français aussi, Alberto. Hein. Vous pouvez l'appeler par téléphone pour réserver, il n'y a pas de problème. Hein. Et en fait, lui, il n'était pas là, il était au Canada. C'est sa femme qui m'a réceptionné, qui m'a donné les cartes, tout ça. Et il m'a donné tous les jours, moi, il m'a envoyé, parce que c'est moi qui gérais le groupe, il m'a envoyé tous les jours les points GPS de où attaquer, quel endroit pour accéder à la rivière, il m'a tout donné. Et il m'a donné les informations sur la rivière, il m'a expliqué plein de choses. Par contre, s'il est là, lui, il vous accompagne tous les jours au bord de l'eau pour vous emmener, pour vous dire tiens, on démarre là, il faut démarrer là, il faut pêcher comme ça, il faut faire ci, voilà. Voilà. Donc voilà. Et là, d'ailleurs, bah, là, on voit la grande rivière derrière, c'était la Molle. Donc ouais, je vous dis, vous pouvez l'appeler même par téléphone. Il parle très bien français, vous l'appelez de ma part. Les chalets sont faits pour 4 personnes par chalet. Ouais, vous avez le barbecue, vous avez tout. Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est que vous avez le lac qui est derrière, le grand lac qu'on a vu derrière quand vous passez là. Le lac qui est derrière là, quand vous le pêchez, on l'a fait nous parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Tanguy en fait il est végétarien.
Donc, il y a un soir où nous 5, on mangeait un truc avec de la viande. Et là, en fait, tu as le droit de garder des arcs-en-ciel dans le lac. Et il y a un soir, on a été pêcher 10 minutes avec Tanguy pour une arc-en-ciel pour lui faire à la poêle. Il l'a mangé le soir même. Vous avez le droit d'aller pêcher 1 ou 2 poissons pour les manger au barbecue ou les manger à la poêle ou si vous voulez, voilà, dans le lac. C'est fait pour ça, le lac. Excellent. Donc, c'était sympa, quoi. Tanguy, il a mangé sa truite, il était content. On a rigolé. On a mangé un truc qu'on ne pouvait pas faire sans viande. Et puis, du coup, j'ai dit, bah, écoute, on va aller pêcher une truite pour toi. Et puis voilà. Il était content. Donc, ouais, non, c'est vraiment sympa. Et je vous dis, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, de Monsieur Nolin, chez lui, là. Vous aurez droit à une réduction sur l'ensemble du logement. Voilà. Ouais. Bah, à moins que vous ayez des questions sur l'Autriche encore, il n'y a pas de souci. Ah, apparemment, il n'y a pas de questions ici, hein, c'est bon. Bon, l'Espagne, je pense il y en a quelques-uns de chez vous qui connaissent aussi, non, ça? Il y en a quelques-uns, oui, qui y sont allés déjà. Voilà. Ils ont fait quoi comme région? L'Aragon. Ah oui, d'accord. Bien. C'est le seul que j'ai pas fait. C'est pas grave, c'est bien. Moi, j'ai fait la Castille et Léon, le Léon, et la Catalogne. Donc, j'ai fait 2 régions différentes parce que je voulais voir, parce que l'Espagne, c'est grand, et il y a des régions, ils ont une gestion qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître ailleurs. Et l'Aragon, apparemment, est très sympa aussi. Je projetais d'y aller aussi parce que ça m'intéressait. Mais là, moi, je vais vous parler du Léon, de la Catalogne que je connais mieux parce que je les ai faits. Le Léon, totalement sauvage. Rivière encore intacte, avec comment on appelle ça, où il y a encore des amortis d'eau avec de l'eau qui va. Ça fait je sais pas comment vous dire. Comment ça s'appelle? Des marécages un peu. L'eau, elle s'infiltre un peu dans les bois et tout ça, et il y a des grosses nappes d'eau et des grosses retenues d'eau avec plein de joncs et tout. Léon, c'est nature à fond. Préservation, poissons sauvages, pêche qui peut être très compliquée durant la journée. Par contre, quand les poissons sortent et qu'il y a des mouches, c'est de la folie. C'est magnifique. Ça pêche, n'importe qui prendrait du poisson et facilement parce que quand ça sort, mais pour un gars, ça dure jamais longtemps. Alors moi, j'ai fait plusieurs rivières. J'ai fait une qu'on connaît qui est très connue dans le Léon, l'Orbigo, Rio Orbigo. Et après, j'ai été voir d'autres rivières qui s'appellent la Porma, l'Esla, le Sil, et j'ai fait à une autre aussi, je sais plus comment elle s'appelle, j'en ai fait une autre. J'ai fait 4-5 rivières qui étaient vraiment différentes. Et l'Orbigo, c'est le plus connu, le parcours de, de plein de champions espagnols qui s'entraînent dessus, avec les arcs, avec les coteaux. Alors que j'ai fait plein de choses. J'ai fait du libre. Il y a beaucoup de libre en Espagne. J'ai fait du coteau, j'ai fait de l'arec, des gestions par le club de pêche. J'ai fait plusieurs choses pour essayer. Tout est bon en fait. Il y a pas de dire bah, je vais payer parce que c'est jamais très cher. Hein. Vous payez une carte c'est pareil que pour l'Aragon. Hein. Vous payez une carte qui coûte 25-30 euros à l'année. Et après, vous avez tout le libre. Et vous avez les parties coteaux ou privées ou gestion par des parcours de pêche avec des associations de clubs de pêche, ben, les AREC. Et ben ça coûte entre 7 et 15 euros par jour en plus. Mais en fait, ça ne vaut pas la peine forcément de payer ces coteaux parce que dans le libre, il y a autant de poissons. Mais voilà, c'est chacun de voir. Mais l'accès est peut-être plus facile sur les coteaux parce que comme c'est des parties payantes privées, la voiture, vous la garez, vous êtes à côté de la rivière, c'est plus facile d'accès peut-être. Mais autrement, pour les libres, il y a autant de poissons. Et par contre, ça se pêche très très bien en sèche. Pour ceux qui aiment la sèche, c'est un endroit qui pêche très bien en sèche. Et pour ceux qui pêchent beaucoup sous la canne,
c'est aussi un endroit qui est très prisé pour pêcher sous la canne, le Léon. Il y a beaucoup de mecs qui pêchent au fil dans le Léon, surtout les Espagnols. C'est leur pêche un peu favorite. Et donc, ça pêche beaucoup comme ça. Et après, j'étais en Catalogne. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup moins aimé. Les rivières sont déjà moins jolies, c'est moins sauvage. Il y a les élevages porcins de porcs partout parce qu'ils font du jambon, du machin. En Catalogne, il y a des élevages de porcs, donc ça sent une odeur un peu spécifique, même au bord des rivières. Et beaucoup, beaucoup de poissons de lâcher sur des coteaux. Maintenant, j'ai un projet là qui va. Je devais y aller l'année dernière, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait des mauvaises conditions d'eau, donc il a fallu que j'annule. J'avais acheté ma carte en Catalogne à l'année, mais j'y ai pas été parce que du coup, les niveaux étaient pas bons. Cette année, je vais la reprendre, je vais essayer de refaire mon test. J'ai prévu d'aller en Catalogne sur une autre partie de rivière que je connais pas du tout, qui est ouverte exceptionnellement tous les ans. Elle est ouverte que du 11 mai au 29 août. Il y a 200 km de rivière en haute montagne en Catalogne à faire. Et ce parcours-là, il est très, très, très peu prisé et pêché. Donc, je pourrais vous faire un retour si vous désirez sur mon ressenti sur cet endroit-là. Parce que la Catalogne m'a très déçu sur la partie que j'ai faite. Donc, et là, j'essaie de faire une autre partie qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus en montagne. De quoi? La nouvelle partie que je vais faire là? Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup d'informations et voilà, je devais y aller l'année dernière, j'ai pas pu. C'était compliqué, les niveaux étaient pas bons du tout. Et le créneau est court en fait. Moi qui pêche beaucoup en arrière-saison pour aller en voyage, eh ben, le créneau là, il est du 11 mai au 29 août. Donc t'as pas le choix en fait. Et le fait que ce soit ouvert que 3 mois et demi, c'est qu'il y a une raison quoi. Donc, no kill, ouais aussi. Ouais. Mm. Donc il faut la carte de la Catalogne, comme pour Léon ou ailleurs, il faut la carte nationale de la région là, que tu prends sur Internet, et puis après il faut la carte si tu veux acheter les coteaux ou les parties, autrement tu as le droit de pêcher les libres, hein, ce qu'ils appellent sans suur en Espagne, c'est les poissons sans tuer, les parcours libres. Je croyais que c'était compliqué pour quelqu'un de prendre une carte sans avoir un compte espagnol ou je sais pas quoi. Pas du tout. Non? Sur Internet, ton passeport, il faut ton numéro de passeport, machin, tu fais ta demande, tu payes sur Internet, tu as ta carte. D'accord. Tu pourras nous mettre tout ça dans les retours que tu nous fais? Alors, je pourrais vous donner le site qui s'appelle. Ah bah attends, je peux vous donner, je vais regarder. J'ai pas un site là à vous donner. Euh, Ah oui, oui. Visor Pesca. Euh, Ah, attends. Comment je peux te le partager? Par le chat en bas. Tu vas en bas et tu as un petit truc avec un ouvrir le chat et là tu peux écrire. Non, non, c'est pas ça. Je l'ai parce que je l'ai sur mon téléphone en raccourci. Et Tu as je vu le voudrais, chat sur le côté? je voudrais ouvrir la En page bas, là. quand tu vas en bas, Non, tu c'est as SIG. Ah, voilà. Le site pour aller prendre les cartes de pêche et voir où c'est sig.genta, alors sig.gen.cat.cat. Là, retourne en arrière, là, GENCAT. .cat. Voilà, Visor, là, voilà, là, tu l'as, là, l'autre d'avant, là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, non, ça va pas être ça. Je l'ai vu avant, là, Visor, là. Visor. Non, c'était l'autre. Quand tu as tapé, là, quand tu as mis les points, là, il y avait le truc avec. un viseur. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être celui-là, ouais.
à un moment. Et là, tu as toute la région de la Catalogne. Voilà, ouais, c'est ça le site. Là, tu es sur le site pour aller prendre les cartes de pêche. Tu vois les parcours, tu vois les longueurs, les machins, tu vois tout ce qui est. Alors là, c'est pour la Catalogne. Et là, tu as tous les parcours. Tu vas sur. Tu as les parcours, tu as tout ça. Et tu peux prendre ta carte dessus, là. En fait. Et dessus, ils te demandent pour aller prendre ta carte, ils te demandent tout ça, là. Et là, après, alors, faut, faut aller dans. Acheter une carte de pêche, machin. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez sur. Et vous vous demandez plein de trucs après et tout ça. Quand tu vas. Par rapport aux cartes que vous avez. Voilà, et après, il y a les coteaux et tout ça. Et après, il faut aller dedans et tout. Mais là, faut, chercher. Chercher après pour la carte de pêche, tout ça, et il y a tout marqué. Moi, j'ai le raccourci directement sur mon téléphone et puis j'y vais avec, quoi. Et là, sur le site, là, tu trouves tout, là, et même les informations de tes parcours avec, ils te montrent sur la carte le parcours, comment il est et tout. Ils te montrent tout. Alors, en fait, ça, c'est la gestion. En fait, eux, ils gèrent un peu toutes les cartes pour ramasser les champignons. Tu as des cartes pour la chasse, tu as des cartes pour plein de trucs, en fait. Ils gèrent tout ça, là. C'est un truc gouvernemental, quoi. Et après, tu as les cartes, ils te demandent si tu veux des cartes no kill ou avec garder du poisson. Tu as le droit d'avoir garder du poisson, tu as le droit à tout ça. Et là, sur le site, en vrai, faut naviguer sur le site. Faut aller chercher outils de vie, machin. Tu vas dessus, là, après, faut créer un compte, tout ça. Voilà. Et puis, en fonction de ça, tu vas après chercher soit ta carte. Alors, il faut déjà une carte nationale du territoire qui coûte 19 € la carte. Et après, j'ai même une photo, je crois, si tu veux. Ça fait ils te vendent une petite carte, je l'ai pas là. Ça te fait une toute petite carte qu'ils te vendent avec tes minimums d'informations. Et après, via cette carte-là, ils te demandent de rentrer ce numéro de carte-là pour acheter un coteau ou acheter un parcours privé. Alors, pour ceux qui ont été en Aragon, ça devait être le même principe. Non, c'est pas du tout pareil. En Aragon, il faut passer par une banque espagnole. Il faut que sa carte bancaire soit sur une banque espagnole. Et il faut prendre son coteau à partir de minuit sur l'ordinateur. Donc, non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais chaque région a ses règles hein, aussi. Hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et en Aragon, c'est vraiment très très strict. Les permis sont pas chers, les motos sont pas chers du tout, mais les amendes sont très très chères. Ah oui, c'est surveillé. Mais par exemple, si tu pêches avec des feutres, c'est 1000 € d'amende. Ah ouais. Tu dois avoir des dégueulasses en caoutchouc. Et c'est que vérifie un caoutchouc. Parce que les gardes qui contrôlent, ils ont une prime. Chaque fois qu'ils contrôlent un pêcheur, ils ont une prime. Ils appliquent à la lettre. Hein. Et par exemple, quand les ardillons ont été écrasés, ils les mettent dans le pull, c'est pour voir si ça retient ou ça ne retient pas. Et si ça retient, c'est 700 € d'amende. Vous entendez quand on vous parle dans la salle? Ouais, Ouais. de loin. Mais ouais, mais de toute façon, c'est pareil. De toute façon, les pays comme la Slovénie, tout ça, c'était la même chose. Les gardes, ils venaient, ils mettaient des amendes, ils prenaient les mouches, elles restaient dans le pull, et l'ardillon, même écrasé, la mouche, elle restait dans le maillot, le pull, ils la gardaient, et puis ils te mettaient une amende, quoi. Mais après, sur tous les parcours, il s'est marqué si vous avez le droit de pêcher avec ardillon ou pas ardillon ou sans ardillon. Et après, voilà, moi, j'essaye de faire en sorte de respecter. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des endroits où c'est plus compliqué de prendre les cartes. Mais voilà, j'essaie de prendre la carte et tout avoir en règle pour pêcher parce que après les amendes ou alors après tu es fiché, tu peux plus prendre de cartes, il y a plein de choses qui jouent, hein.
ok. Et on y pêche quoi en Espagne? On y pêche quoi? On pêche de l'ombre aussi en Espagne ou c'est plus particulièrement la truite? Alors, j'ai pas pris un seul ombre en Espagne. J'ai pris de la truite Fario essentiellement et des barbeaux. Parce qu'en Espagne, les barbeaux, ils gobent. D'accord, ok. Ouais. Ouais, ils ont une particularité, ils ont des barbeaux qui sont tout dorés là et qui gobent. Donc, on a pris des barbeaux en sèche. C'était vraiment amusant. Et là, les poissons, là, ils sont magnifiques, là, ceux-là de la présentation, là. Ouais, Ils ont des couleurs, surtout celle d'en bas, là. ouais. C'est ce qu'on appelle une rouge, ouais. Une rouge. Ok. Bah, elle a tout le ventre rouge en fait. Et là, toi, tu pêches plus en nymphe à vue? Alors moi, oui, je pêche, Ouais, c'est ça. Hein. je pêche beaucoup en nymphe à vue. Mais après, on peut pas tout le temps le pratiquer. Donc voilà, mais moi, si je peux pêcher à vue, je pêcherai à vue. Après, si jamais je ne peux pas pêcher à vue, je pêche autrement, comme j'essaie de me sortir un peu autrement pour prendre du poisson. Mais je préfère pêcher à vue, effectivement. Après, je peux pas pêcher partout, hein. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu regardes la rivière, là, qui est en photo, la dernière rivière en bas, là, qui est en photo, c'est qui est tout en bas de photo. Là, tu vois, la rivière, là. Et ben là, le courant qui est contre la berge en face, là, qui bourre, là, avec on voit le blanc, là, ça pêchable à vue. Si je veux pêcher à vue, je vais arriver doucement pour aller pêcher toute la partie calme qui est sur la gauche du courant. Mais je ne pourrais pas pêcher cette partie-là blanche à vue. Donc celle-là, elle va se concentrer à être pêchée à la roulette ou à l'indicateur, mais pas, je ne pourrais pas pêcher à vue là-dessus. Hein. Je vais pêcher à vue sur le platy, toute la partie plane, là, avant le courant, et puis le début du courant, et là où je pourrais voir des poissons. Et la taille moyenne là, des poissons, c'est des poissons exceptionnels là, que tu as mis en photo ou c'est des journées, il y a une belle taille moyenne? Celle du bas, en rouge, oui, c'est assez exceptionnel, on va dire, on n'en prend pas tous les jours. Par contre, celles qui sont à 50 cm, ça, c'est la taille moyenne est entre 45 et 55. Quoi. Ah ouais, d'accord. Celle qui est en bas, elle fait 72, 73. Hein, D'accord. et toute rouge. Hein. Donc, oui, les poissons de 70 plus, on n'en prend pas tous les matins. Bah, ça fait rêver déjà une petite moyenne de 40-50 cm. Ah ouais, mais c'est pas compliqué de les prendre, je vous dis, parce que moi, j'ai pour une rivière qui m'a surpris, qui m'a donné envie d'y retourner, une rivière qui s'appelle l'Esla. On est arrivé avec un copain à moi qui s'appelle Florian Boucaud, qui est guide de pêche, hein, qui a un site et tout ça. On pêche beaucoup ensemble, on fait beaucoup de voyages et beaucoup de prospection ensemble. On arrive sur la rivière, bon, bah, il n'y avait rien, il ne se passait rien, c'était le néant, on a l'impression qu'il n'y a pas de poisson. Je dis, bah, on a pris une journée de pêche, là, on va se prendre un gros capot. Et à, je sais pas, 11h30, il y a des mouches qui sortent, les poissons de 45, 50, 55 qui gobaient, on a pris des poissons dans tous les sens. Mais même pas moyen on pouvait pêcher à vue, on voyait, mais on ne voyait pas de poissons. Les poissons sortis pendant une demi-heure, une heure, on a pris des poissons, machin, et d'un coup tout le monde est rentré, fini en roi, l'éclosion était finie. En fait, l'Espagne, ça se passe des moments très courts dans la journée sur les éclosions. Mais là, tout le monde est capable de prendre un poisson qui fasse 55, 60, tout le monde est capable de le prendre. Il n'y a rien de compliqué. Les poissons sont dehors, sont à la bouffe, ils se nourrissent. Par contre, quand il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien, ils rentrent, c'est fini, on n'en parle plus. Et t'as beau être le meilleur des meilleurs, s'il n'y a pas de poisson à pêcher, t'en prends pas. Alors, les phases d'activité sont parfois très courtes, mais sous ces phases d'activité-là, on a fait des pêches sur Porma, tout ça, avec ceux qui m'accompagnaient. On a fait des pêches, des fois, à faire 15-20 poissons en 1h30. D'accord. Donc, ta journée est faite, quoi. Et voilà. Les poissons ne sont pas durs quand ils mangent et qu'ils sont dehors. Il faut avoir des éclosions, quoi. Mais c'est un peu comme partout, hein, quand on regarde. Hein, les poissons, s'il n'y a pas de mouches et qu'il n'y a pas d'activité,
Ils se nourrissent pas et ils sont pas. Quand ils sont à la bouffe et qu'ils mangent, c'est beaucoup plus facile de les faire. Hein. Sinon, il y a des petits trucs quand même, donc il y a de la reproduction. Tu vois, la reproduction un peu des poissons. Ah oui, il y a toutes les tailles aussi en Espagne. Hein. Vous avez on a fait de la truite de 15-20 cm. On a fait de toutes tailles. Hein. Même des toutes petites, on en a vu et tout. Il y a vraiment toutes tailles. Alors nous, on s'est concentré sur les plus jolis poissons parce que quand on pêche soit à vue, soit en sèche, on sélectionne un peu le poisson qu'on va pêcher. Et il y a des endroits où j'ai vu des poissons de 25 gobés, je ne les ai pas pêchés. Non, ça laisse tout le monde rêveur, je crois. Alors, non, faut pas rêver. Hein, alors, pour information, c'est possible de prendre des poissons de belle taille pour tout le monde. Tout le monde est capable de prendre un poisson de belle taille. Il y a pas de. Il y a pas faut pas être le meilleur des meilleurs pour prendre un gros poisson. C'est pas ça. Il faut avoir déjà arriver à avoir un truc. C'est déjà faire abstraction du poisson. Faut pas dire il y a un gros poisson, je vois que c'est un gros poisson et se mettre en panique. Être déjà dans un état second. Ça va pas. Deuxièmement, faut y aller souvent pour un gros poisson. Quand on l'a repéré, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et il faut accepter de le perdre. Moi, sur ma saison, je fais beaucoup de gros poissons, j'en perds 50%. Et j'accepte. Mais il faut l'accepter. Alors, j'en touche beaucoup, donc évidemment, j'en perds 50%, mais j'en fais à côté, j'en fais entre 40 et 60. Bon, ben, je vais pas me plaindre. Mais il faut accepter d'en perdre. On ne fait jamais du 100% quand on pêche les gros poissons. Donc, si vous avez payé un gros poisson à un endroit, que vous y allez régulièrement, que vous allez chercher, l'embêter, et un jour, il va être opportuniste et vous allez le taper. Mais pour ça, faut pas trembler, faut pas avoir d'appréhension, et puis faut accepter de le perdre une fois, et puis peut-être le repêcher après. Tanguy, il a fait une grosse truite de cette année, là, de 65. Il a fait une très belle de 60 avec moi, mais il a fait une de 65 sur la Loue, là, cette année. Il est passé un mois dessus. Non, mais il n'y a pas de secret. Il habite à Ornans, il y a été tous les jours. À un moment donné, il l'a prise. Hein. Ouais, c'est ça. On était au téléphone ensemble, là, il est passé un mois dessus. Et un jour, elle est tombée. Moi, il y a des truites que je pêche chez moi, là. Je passe une semaine. Il se passe rien, elle n'arrive pas à la faire, elle se barre, j'arrive pas à l'attaquer. Et puis tu arrives le vendredi, tu sais pas pourquoi, boum, tu lances, elle rentre, boum, elle est dedans, bah super. Et puis il y a des jours comme ça, il y a un jour cette année, je me suis arrêté. J'ai pêché 2 heures, j'en fais 4 de plus de 60. J'ai dit allez, j'arrête parce que toutes celles que je connais, je vais les défoncer, donc je vais plus en prendre après. Donc j'ai arrêté à 4, je suis rentré, j'en ai fait 4 de plus de 60. Et c'était un jour où ça rentrait tout seul. T'es de quelle région? Bourgogne, Côte d'Or, Bon. à côté de Dijon. Ok. J'ai une rivière fabuleuse à côté de chez moi, on va pas se plaindre. C'est quelle rivière? Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Louche. Vous la connaissez ou pas? Il y en a qui la connaissent, ouais, apparemment, ici. De nom. De nom, ouais. Rivière qu'il faut très bien connaître, parce qu'il n'y a pas du poisson partout, mais il y a que des gros poissons. Mais il faut la connaître. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de loin pour la pêcher, cette rivière-là. Hein. Mais ils ont passé des journées et des journées à rien prendre. Hein. Ils sont peureuses. Non, il faut savoir où elles sont. Et il se peut vous pêcher pendant 3 km sans voir une, et puis d'un coup, vous tombez sur un poisson.
faut savoir où elles se tiennent, il faut connaître la rivière. Non, gabarit, ouais, 15-20 mètres de large, une rivière classique. Ah, très grande rivière, pour moi, c'est des rivières comme la basse Riverdin, hein, ça fait 200 mètres de large. Voilà. Moi, j'appelle ça une rivière normale. Après, il y a des rivières plus petites, hein. Je pêche des ruisseaux, moi, qui font 5 mètres de large, 6 mètres de large. On appelle ça des rivières chez nous. Ouais, mais pour nous, c'est un ruisseau. Voilà, mais on pêche ça aussi. Mais j'adore pêcher ces petites rivières-là, ces petits ruisseaux, parce que c'est des rivières qui sont super techniques. Mais dans les petits ruisseaux comme ça, vous n'avez pas de gros poissons. Pas peu. Alors j'ai de la chance, j'ai encore de la chance, moi, parce que je pêche des ruisseaux qui font 5-6 mètres de large où je fais des poissons de 60 dedans. Ouais. Pas ici. Pas chez nous, il y en a. Non. Ouais, parce que chez nous, il y a des ruisseaux où il y a des rivières, des petits ruisseaux qui font 4-5 mètres de large, 6 mètres de large, où on a des truites entre. Cette année, là, il y a un ruisseau que j'ai pêché, là, j'ai fait des truites entre 52 et 60, j'en ai fait entre 20 et 30 dans le ruisseau. Ah ouais, d'accord. Et la taille Ouais. moyenne dans le ruisseau, c'est 35, 40, 45, quoi. Ouais. Nous, Après, attention, le milieu n'est pas le même chez nous que chez vous, hein. ouais, nous, c'est des On n'est pas rivières. sur les mêmes, voilà, on n'est pas sur les mêmes types de rivières, hein. Hmm. Voilà. Acide, c'est comme les rivières que moi j'ai dans le Morvan. Si jamais je m'éloigne un peu, je suis dans le Morvan, j'en ai des rivières acides avec des eaux couleur un peu thé. Mais là, on est sur des populations de poissons qui vont très 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 peu au-dessus de 40. Voilà. Après, nous, on est sur un milieu calcaire. Donc là, avec beaucoup plus d'apport de nourriture, une eau qui chauffe un peu plus, et on a des poissons qui deviennent beaucoup plus gros. Et on a aussi Et plus une vite. particularité chez nous, c'est qu'on a beaucoup de vairons et de gamards. Et ça, c'est de la protéine pour les poissons et ça les fait grossir, hein. Ah bah, si vous pêchez, vous connaissez peut-être en Alsace la Dolère et la Ture. De nom? Et ben, la Dolère et la Ture, c'est pareil, il y a pas beaucoup de gros poissons parce que c'est des rivières couleur thé et acide et où il y a une densité de poissons à 20, 25, voire 30 énorme. Et de temps en temps, bah, t'en prends une de 50, 55 une fois de temps en temps, quoi. Mais c'est pas la majorité. C'est la majorité est beaucoup plus. Et c'est plutôt le style de rivière que vous pêchez, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est tout bon. Voilà, bah, alors je vous ai fait une petite vidéo de montage là, sur une sèche que j'ai mis au point l'année dernière, là, qui m'a été très rentable cette année. Alors, la particularité de la sèche, là, c'est qu'elle flotte très bien et qu'on la voit très très bien, mais que le corps reste bien immergé. Donc, on peut pêcher très très. Alors, moi, elle est montée, vous allez voir comment je la monte. Elle est montée, vous pouvez varier le montage à souhait. C'est pas parce que je l'ai monté comme ça que moi j'en ai plein de sortes. En fait, comme c'est monté avec du faisan pour la queue et le corps, moi je la monte en olive, en brune, en rouge, en un peu, on va dire noir aussi. Et voilà, après j'ai mis plusieurs insectes, plusieurs tailles. Je la monte en plusieurs tailles, ce qui met plusieurs insectes et je peux arriver à faire avec cette mouche-là quand même pas mal de parties d'insectes, que ce soit du Baetis rhodanis à l'Egdio, en passant par la marche brune. J'arrive à imiter tout ça avec cette mouche-là, quoi. Non, non, là, pour l'instant, je mets juste le fil. Je mets j'ai un fil très fin. Mais après, vous pouvez prendre n'importe quel fil, hein. Moi, j'ai un fil très fin parce que je monte avec le même fil, mais que je me sers tout le temps.
Alors, je prends mes fibres de faisan, là. Je vais les accrocher pour mettre les cercles. Alors, j'ai pris un faisan d'une couleur, hein, mais on peut prendre n'importe quelle couleur. Hein. Là, je suis sur un H16, on peut prendre n'importe quelle taille d'hameçon. Hein. Donc, tout simplement, ben, une fois que j'ai fait mes cercles, avec le reste du faisan devant, j'ai faire le corps. Alors, après, tu coupes le surplus de faisan. Mon corps est fait. Je vais venir faire des tours de fil sur le corps pour maintenir le faisan. Parce que sinon, là, vous prenez une truite, pas trop les os, mais les truites, après, vous avez tout le faisan qui s'arrache. Donc, je fais 2-3 passages avec le fil pour le tenir. Là, je prends des plumes, hein, carrément des plumes. Là, je prends la pointe des plumes. Hein. Après, vous pouvez prendre aussi ce qu'il y a plus bas en faisant un toupet. Hein. Je vais le fixer vers l'avant. 2-3, ouais. Après, si jamais une fois que tu as pris l'avant des plumes, il te reste le reste. Donc après, je prends le reste et puis je fais un toupet assez fourni. Là, tu vois, tu viens les mettre vers l'avant. Donc là, si je m'arrêtais là, que j'aurais pas les cercles là, et que je m'arrêtais là et que j'aurais refait mon nœud final, je serais sur un shuttlecock. Après, là, je vais mettre mes fibres, quelques fibres, une dizaine de fibres de chevreuil derrière le toupet du canard. Ce qui fait que là, on va rester bien écarté avec le cul canard et bien vers la hauteur. Là, j'ai préparé mon dubing, que je vais mettre juste derrière parce que là, quand j'ai mis mon cul canard et mon chevreuil, j'ai une boursouflure derrière qui n'est pas jolie, donc je vais mettre un dubing. Alors, j'ai mis un dubing olive parce que je suis sur un montage avec un faisan olive. S'il y a du marron, j'aurais pris du marron. Et après, je viens simplement tout rabattre devant. Et on rabat tout devant. Ça se met naturellement le toupet en l'air et le chevreuil derrière. Et l'avantage du chevreuil, c'est quand vous allez pêcher et fouetter, le chevreuil qui est un peu plus rigide, il va venir écarter les fils de cul de canard pour les sécher quand vous fouettez. Ce qui fait que la mouche, elle flotte toujours très haut et très bien. Mais il n'y a rien qui dépasse en dessous, ce qui fait qu'elle est très basse sur l'eau. Voilà. Alors moi, ouais, j'ai pas tout finish, hein. Je fais tout à la main, je fais des pieds dans les deux sens, et voilà. Moi, j'aime bien monter, comme disait ton collègue tout à l'heure, rapidement, pas perdre de temps. Voilà. Donc pas compliqué à monter, très efficace, et puis ça plonge très bien, et pas besoin de la sécher toutes les 5 minutes. Elle se couche pas sur l'eau avec ce grand toupet? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, derrière, là, il y a le chevreuil qui est derrière, et du coup, elle ne se couche pas sur l'eau. D'accord. Elle reste bien droite. S'il n'y avait pas le chevreuil et qu'il n'y aurait que le toupet, elle se coucherait sur l'eau, je pense. Mais avec le chevreuil, après, le chevreuil, je le mets bien, je mets quelques fibres bien derrière, bien éventées sur les côtés pour pas que ça vienne partir à droite ou à gauche. En fait, les côtés, le chevreuil qu'on voit sur le côté, là, on voit, sur la première photo, on le voit bien. Là, on a des fibres chevreuil qui viennent le long du corps. Ça permet de garder l'équilibre de la mouche. C'est la toute première photo. Vous voyez ou pas? Là, Ouais. quelques fibres. On les voit là. Voilà. Les petites fibres là, même plus basses là. Et ben, celles-là permettent, celles qui sont en dessous, là, qui sont le long du corps, là, elles permettent de bien garder la stabilité de la mouche. Si elle n'a mis que 2 fibres derrière le cucana, ça ne servira à rien. Elle partira à droite ou à gauche, ça je le comprends. Mais là, comme elle est montée là, elle ne bouge pas. Après, Ok. vous pouvez varier les trucs. Hein. Moi, je varie des fois les montages sur certaines. Je les monte avec du. J'en ai quelques-unes qui sont montées avec du pardo en queue pour faire les cercles. Et puis le corps en condor. Hein, pour avoir un corps beaucoup plus âné, beaucoup plus joli. Hein. Je varie. Après, voilà, le montage de la sèche, on peut la varier à guise. Avec la couleur, avec ce que vous voulez. C'est le principe pour le principe du toupet avec le chevreuil derrière qui fait que ça tient bien en l'air
vous la voyez très bien parce que vous avez un beau toupet, mais qui ne vous gêne pas pour la truite parce qu'elle est par le dessous et elle voit que le corps qui est immergé. Ok. On testera ça. Ouais. Non, c'est bon, c'est tout compris. Ouais, la nef, ouais. Alors la nef, moi, je suis parti pour vous présenter un modèle à moi de la faisant de taille. Parce que 98% du temps, je pêche en faisant de taille. C'est la mouche que je préfère et puis la mouche qui me fait prendre le plus de poissons possible. Alors là, c'est une faisant de taille que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est très légère. Il y a quelques tours de plomb et après, c'est que du fil et puis de la résine UV. Donc, très facile à monter. Il n'y a pas de fioriture. Et vous regarderez, il n'y a pas de cuivre. Il n'y a pas de fil de cuivre, il n'y a rien. Elle est terne. C'est pas une mouche voyante et une mouche qui claque dans les yeux, quoi. J'adore pêcher avec des mouches vachement ternes. Donc, voilà, moi, j'ai pas de cuivre, j'ai pas tout ça parce que c'est pas mon truc. J'ai pas dit que ça marchait pas. J'ai pas dit que c'était pas bon. C'est que moi, j'aime pas. C'est un avis personnel. Moi, j'aime bien ce qui est simple et terne et qui ressemble le plus possible avec ce que je peux pêcher et ce que je vois. Donc, voilà, il y a la vidéo de montage qui va suivre après, vous allez voir. Il n'y a rien de spécial sur cette mouche-là, à part du faisan, du fil et de la résine UV, quoi. Donc, simplicité, efficacité, comme on dit. Voilà. Ah, la vidéo elle-même, ouais. Que je t'ai envoyé? Ah, d'accord. Après, si tu veux la partager, la vidéo, tu peux la partager, hein. Ouais, c'est là, ouais. C'est la nef, c'est celle qui est le plus près, je crois. J'ai avancé pour avoir une vidéo un peu plus. Écoute, ça a l'air, ouais. Alors là, je prends du plomb 0,3. Je vais faire 4-5 tours de plomb pour faire on va dire, un plombage au niveau du thorax. Donc, vraiment pas beaucoup de plomb, hein. C'est juste pour faire un plombage au niveau du thorax. Là, je vais prendre mon fil, hop, pour bloquer le plomb de chaque côté. Alors, vous marquerez, je vais vous montrer un petit truc que je fais moi. Là, vous avez vu, je tiens toujours un bout de fil avant de couper pour emmener sur le corps. Parce qu'en fait, quand vous tenez le bout de fil comme ça, de l'autre côté, et que vous venez enrouler votre fil, ce qui se passe, c'est que votre fil, derrière, il s'aligne tout le long. Il n'y a pas de saut de fil et puis d'emmêlement ou quoi que ce soit. Donc, je tiens toujours un bout de fil pour. Alors là, j'avais prélevé 4-5 fibres de faisan. Alors, j'ai pris des noirs là. On peut prendre n'importe quelle couleur, hein, c'est pas un problème. On va régler les cercles. Ouais, c'est volontaire. Parce que quand on prend des truites, on en perd tout le temps. Donc après, si vous en mettez 2 ou 3, et ben vous prenez une truite, vous n'avez plus qu'un. Donc c'est volontaire. Après, j'ai enroulé mon faisan jusqu'au bout. Alors là, je pourrais m'arrêter là, hein. La nymphe, là, comme elle est là, hein. Si je coupais le faisan là, hein, elle pêche, hein. Je pourrais m'arrêter juste là et ça marcherait, hein. Alors là, je vais venir avec mon fil faire un tour, pareil, dans mes fibres de faisan jusqu'à l'arrière pour maintenir tout ça. Là où d'habitude on utilise du fil de cuivre pour maintenir le faisan,
Moi, j'aime pas parce que c'est voyant et ça brille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement le faire avec mon fil. Comme ça, ce sera transparent et je vais maintenir les fibres. Et après, je vais enrouler proprement la tête. Là, je vais faire une tête. Et là, j'enroule et j'enroule et j'enroule. Et là, je forme toute la tête. Là. J'ai un fil Sandy Brown, exactement. C'est pas orange, c'est Sandy Brown. C'est un peu, on va dire, Sandy Brown, c'est un peu un cuivre foncé. C'est pas brillant. Pareil, je fais mes clés pour fermer et puis voilà. Je fais une clé dans un sens, une clé dans l'autre. Là, pareil, je pourrais m'arrêter là. La mouche, elle pourrait pêcher sans problème. Là, mais c'est pas, pour moi, c'est pas assez solide. Et je vais venir mettre une goutte d'UV sur la tête pour la solidifier et pour créer autre chose aussi. Créer là, quand on met une goutte d'UV comme ça, on crée une surbrillance entre l'UV et la tête. Donc là, j'ai avec ma lampe, puis j'ai l'UV. Et quand on crée une surbrillance au niveau de l'UV et de la tête, là, ça fait comme une enveloppe transparente. Ça crée un peu comme un sac à l'air. Quand les nymphes, elles ont les ailes qui vont sortir et la sac à l'air qui commence à se développer. Donc on a une surbrillance sur le thorax au-dessus. Avec mon UV, je viens créer ça avec mon fil. Et une fois qu'elle est prête, séchée à l'UV, ben voilà. Donc on est sur un truc terne, basique, facile à monter. Vous pouvez la monter avec une bille, sans bille, vous pouvez monter ça comme vous voulez, qu'avec du fil comme ça, machin et tout, et ben ça prend du poisson partout. Différents plombages, moi j'ai mis 4-5 tours pour faire, parce que c'est la mouche que j'utilise le plus au niveau du plombage, mais vous pouvez utiliser avec n'importe quoi et ça marche très bien. Différents poids, différentes tailles. Je descends jusqu'en H26. Ça va paraître un peu gros pour certains. H26 pour les plus petites. Et H12 pour la plus grosse. Avec des poids de 3-4 tours de 0,3. Avec des fois certaines avec 10 tours de 0,3 ou alors avec 10 tours de 0,5. Elles sont plombées par rapport aux tailles d'hameçon. Elles sont plombées rangées dans la boîte différemment. Et j'en ai avec des billes et j'en ai avec des comment on appelle ça, des lestes tungstène aussi, que j'ai inséré dedans, voilà, ou des cônes carrément. Voilà, j'ai différents poids, différents plombages. Si j'avais monté cette mouche-là avec une tête, on va dire, une bille cuivre en 4 mm, je pêche à la roulette sans problème avec. Hein, on est d'accord. Du coup, tu les ranges comment tes mouches comme ça dans ta boîte, vu que Alors, je suis un petit peu psychopathe. Hein. J'ai des milliers de mouches. J'en ai pour ma vie entière. Là, je pourrais plus en monter, j'en aurais assez. D'accord? Mais j'en monte toujours parce qu'il y a toujours des idées et de l'amélioration à emmener dans tes mouches. Donc, voilà, je peaufine toujours. Elles sont rangées par boîte, mais les boîtes, je ne les prends pas avec moi. Elles sont rangées par boîte, par taille, par poids, tout ça. Mais les boîtes restent dans la voiture. C'est mon réassort. Le seul truc que j'ai avec moi, c'est mon patch. Moi, j'ai un collier avec un patch. J'ai rien d'autre pour pêcher. Okay. Et dans mon patch, j'ai une sélection de faisans de taille. Il y a à peu près 200 mouches dans le patch. J'ai une sélection de faisans de taille, une sélection de sèche, une sélection de quelques gamards, quelques naves plus lourdes, et du H26 au H12 en déclinaison en poids. Elles sont rangées sur mon patch. Tout est en réassort dans les boîtes. Et quand je fais des trous dedans, que je pêche, et puis que j'en ai perdu 5 de telle sorte, bah, je vais dans ma voiture, je prends et hop, je la mets dans le patch. Ok. Je fonctionne comme ça parce que j'ai eu l'expérience d'avant où j'étais jeune et bête. Vous avez un gilet, et puis le gilet avait des boîtes, puis des boîtes, tu remettais des boîtes, tu pouvais plus fermer les fermetures éclairs, tu avais un poids d'enfer sur le dos, et le gilet, et le poids, et tout le reste, faisait que tu chopais des mal de dos, ça te tirait dans la nuque, tu pêchais pas bien, dans tes mouvements, tu n'étais pas libre.
Donc j'ai abandonné tout ça. Et je suis passé sur une méthode américaine. J'ai découvert ça aux États-Unis d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'en 2019, j'ai vu ça aux États-Unis et j'ai ramené ça des États-Unis. J'ai pris un collier. Sur le collier, j'ai pas dur, j'ai un coupe-fil, mes bobines de fil, mon patch avec mes mouches, une bonbonne de graisse pour les sèches. C'est tout ce qu'il y a. Et 200 mouches dans le patch. 200 mouches, je pense qu'on peut faire une journée de pêche. Hein. Le patch, j'ai acheté un patch JS Patch là, qui a du scratch sur les deux côtés et sur le devant. Et puis comme ça, il n'y a pas de mouches qui s'en vont nulle part parce que le foam il est serré avec les scratchs sur les côtés et au-dessus. C'est un JS Patch que j'ai. Le grand format, 16 par 14 cm. Et j'ai tout dedans. Et donc, comme tu n'as rien sur le dos à part le collier et puis le patch, ben, quand tu vas pêcher, tu vas te pencher sous les branches pour aller lancer ou tu es dans l'eau et puis tu es un peu embêté dans les. Et ben, finalement, tu arrives à faire des gestes et puis à pêcher dans des conditions que tu n'arriverais pas autrement. Alors, tu ne le verras pas parce qu'il est dans mon Waders. Dans l'avant du Waders. En vidéo, là, tu veux que je te le présente? Je vais te le chercher. Hein. Ouais, il est pas loin. Comme ça, comme tout le monde, c'est des faits d'un commun. C'est quand c'est ouvert, mais Alors, je vais vous montrer. Là, moi, je pars à la pêche avec ça. Voilà. Donc là, j'ai mes bobines de fil. Alors moi, je pêche qu'avec du Frogger, donc il n'y a que du Frogger dessus. Je vais du 800e au 20. Là, j'ai une petite pochette pour la graisse. Le coupe-fil. Et le patch qui est devant. Patché sur les côtés et au-dessus. Voilà. Et dedans, vous avez les mouches. Excellent. Et là, moi, je pêche avec ça, en fait. Voilà, je vais à la pêche, j'ai ça. Donc, moi, j'ai arrêté tout ce qui était gilet, machin, tout ça, parce que c'était plus t'as de la place, plus t'en mets, de toute façon. C'est sûr. Donc, j'ai voulu partir sur un truc beaucoup plus light. Et finalement, ben, ça va très bien. Ça marche bien. J'ai pas eu de manque de mouches dans mon patch. Après, attention, dans mon patch, je mets des sèches, des mouches dormants, des trucs comme ça. Et dedans, j'ai un streamer ou deux. J'ai des nymphes un peu plus lourdes, une ou deux pompins, des gamards. Voilà, en fait, j'ai une petite sélection de 3, 4, 5 mouches que je sais qu'ils peuvent marcher n'importe quand, à différents moments. Et puis voilà. Et après, si j'ai un trou dedans, oh, bah, aujourd'hui, ah, bah, c'est ça qui marche. Oh, j'en ai pas beaucoup, j'en ai cassé, machin. Je retourne à la voiture, j'ai mes boîtes dans mon sac, tac, 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 et je recharge mon patch. C'est mon fonctionnement. Après, voilà, ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Donc. Alors, les colliers, au début, le premier, je les ai achetés aux États-Unis, et celui-là, là, c'est un. Alors, je pourrais te la partager la vidéo. C'est un que moi, j'ai monté, ça. Que j'ai fait moi-même. En fait, c'est avec du paracorde. Et je l'ai fait moi-même après, moi, je les ai fait moi-même mes colliers. C'est vrai qu'on a toujours tendance à en mettre trop. Non, je crois que Non, apparemment, pas de questions dans la salle.
Ouais. Disons, 30, ouais. Bah oui, on va vous expliquer comment. Alors, c'est pas trop votre pêche, j'ai bien cru comprendre que c'est pas trop votre pêche, mais on va essayer de vous expliquer ma manière de pêcher quand on pêche à vue. Ah là, ouais, il y a longtemps, ça, hein, la vidéo là, parce que j'étais en gilet encore. Alors. Oui, il y en a. Il est chargé. Il est lesté, le pêcheur. Ah oui, t'as vu, quand tu peux en mettre, t'en mets. Hein. Ouais, il est lesté, le pêcheur. Ah là, on voit bien l'animation, le poisson là, avec l'animation. Je vais vous expliquer là, parce que là, c'est tout un peu découpé. On va essayer de vous expliquer. En fait, quand on pêche à vue, là, quand on voit un poisson, le but, c'est de poser tout le bas de ligne et la nymphe détendue pour aller le plus vite avec une petite nymphe au fond de l'eau. Donc, on appelle ça le poser paquet. On empaquette tout notre coup de ligne. En fait, la nymphe, elle va se poser quasiment à côté de la soie. Et la nymphe, elle est libre de descendre en bas, au fond, toucher le fond, toute seule, sans draguer, sans rien. Et après, c'est moi qui décide de déclencher l'attaque du poisson. J'anime un petit coup avec la nymphe, avec la canne. Le poisson lève la tête, vient chercher la nymphe. Mais pour ça, il faut que j'aille au fond sans retenue. Donc, il faut prendre en considération la profondeur, la vitesse du courant et tout ça. Quoi. Et après, on voit hein, le poisson, on voit bien hein, sur la vidéo. Là. Quand j'anime, il vient la chercher comme une balle. Hein. Et il ouvre la gueule. Hein. Quelle est la longueur de ton bas de ligne? 2,5 fois la canne. Merci. La pointe fait 1 fois la canne. En 10 centièmes. Ou en 12. Tu as une canne de combien? Alors, je pêche en 8, 6 ou en 9 pieds. En 8, 6, soit de 4 ou 9 pieds, soit de 4. Alors après, comme j'avais dit à Kevin, moi, je me suis rendu compte avec les années aussi, bah, tu vois, on voit la vidéo là, qui a été tournée il y a beaucoup d'années, où j'ai encore le gilet avec tout rempli dessus, machin et tout, et maintenant je suis passé au patch, où c'est beaucoup plus light, et puis j'ai plus besoin d'avoir autant de boîtes pour pêcher. Mais il y a aussi autre chose, c'est que au niveau des cannes, j'ai changé aussi, parce que j'étais comme tout le monde, 9 pieds soit de 5, 9 pieds soit de 5, 9 pieds soit de 5, il n'y a que ça de vrai, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que le 9 pieds soit de 5, c'était pas l'idéal. C'était une canne qui était moyenne et qui excellait dans rien. Donc maintenant, j'ai deux sortes de cannes avec lesquelles je pêche et qui sont excellentes parce que j'ai remarqué que c'était très bien. C'est soit je pêche pour chez nous, jusqu'au 20 mai, on n'a pas rentré en l'eau. On doit pêcher du bord. Parce qu'il y a les ombres, et les ombres, la production, c'est jusqu'au 20 mai. Donc je pêche en 9 pieds, soit de 6, jusqu'à qu'on ait le droit de rentrer en l'eau, généralement. Canne très puissante. Comme ça, je peux aller pêcher du bord en faisant des roulés, en faisant des lancers très longs, sans forcer, propulser très loin. Parce que quand on est du bord, on est des endroits beaucoup plus encombrés, c'est plus compliqué. Et puis il peut y avoir du vent au début de saison, donc le vent aussi, il faut quelque chose de puissant. Donc je pêche en 9 pieds, soit de 6, quasiment tout le début de saison, et les grosses truites aussi d'ailleurs, sur louche, tout ça, je les pêche en 9 pieds, soit de 6, toute l'année. Et après, quand on peut rentrer en l'eau, qu'on n'a plus besoin de cette distance, et qu'on n'a pas de débattement, et d'aller très vite, très loin, et ben après, je passe sur une 8, 6, soit de 4, qui là me permet de pêcher beaucoup plus fin, d'avoir des ferrages beaucoup plus appuyés et de pouvoir assumer des combats sur des gros poissons avec un tout petit bas de ligne. Donc maintenant, je pêche en 9 pieds soit de 6 ou 8, 6 soit de 4, qui excelle soit d'un côté, soit de l'autre, que d'avoir une 9 pieds soit de 5 tout au long de la saison. Et elle ne m'apportera pas ce que je veux à tel moment. Ah ouais, quand tu pêches avec la 8-6, tu mets un bas de ligne particulier quand même. Alors moi,
J'ai le même bas de ligne sur toutes mes cannes. D'accord. Ce qui va changer, c'est la pointe. Parce que moi, je ne sais pas si vous l'avez. Non, vous ne l'avez pas vu, parce que mais j'avais fait des conférences avec Stan aussi. J'avais fait des conférences, et j'ai fait des lofts du moucheur, tout ça, où j'expliquais mon bas de ligne. Mon bas de ligne, moi, il est ultra simple. Je ne me prends pas la tête. J'ai essayé plein de trucs pendant des années. Ça ne m'a pas satisfait. J'ai un bas de ligne maintenant, c'est du maximum. Si j'ai une SWAT 6, je démarre en 45 centièmes. Si j'ai une SWAT 4, je démarre en 40 centièmes. Et mon maxima, je fais des morceaux de 50 cm égaux, jusqu'au 20 centièmes. Et je descends de 55. Donc 50 cm de 45, 50 cm de 40, et ainsi de suite. Et pour le SWAT 4, 40, 35, 30, 25, 50 cm. Jusqu'au 20. Après, je vais mettre un morceau de 17, 18 en frogger, parce que moi après je pêche en frogger. Mon bas de ligne, je l'enroule, je le recuis 30-40 minutes dans l'eau savonneuse ou le café, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Le café, ça n'apporte rien à part que ça ne change pas la couleur. L'eau classique fait que ton bas de ligne, il va passer de couleur et devenir très clair. Et l'eau savonneuse te le dégraisse. Ton bas de ligne, il n'est plus graissé du tout. Donc, soit une des trois méthodes, 30-40 minutes dans l'eau, après il devient extensible. Le bas de ligne, l'ancêtre du bas de ligne Piam, c'est la méthode Piam qui faisait ça. Et ses premiers bas de ligne extensibles, c'était lui qui les a créés comme ça, hein, en les bouillant dans l'eau. Hein. Et donc, avec le maxima, je fais la même chose, mais je ne fais pas des morceaux de 70, 80, je fais que du 50 cm tout le long. Et après, je fais ma pré-pointe. Ma pré-pointe, généralement, elle fait 80 cm, parce que c'est ce que j'appelle la pré-pointe, c'est 15 centièmes si je pêche en 12, ou 12 centièmes si je pêche en 10, ou vice-versa. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette pré-pointe-là, je la mets plus longue, parce que c'est ce qui va me demander de rogner quand je vais changer ma pointe. C'est pour ça que je ne mets pas 50 cm, parce qu'on change 2 fois de pointe. Hein, non, jamais, moi. J'aime pas du tout boucle dans boucle parce que boucle dans boucle fait que je suis pas aligné dans mon coup de ligne. Et moi, j'aime bien pêcher précis et quand je me mets une nef à un endroit, il faut qu'elle aille où je veux. Ouais, micro-boucle, j'ai déjà essayé. Le problème, c'est que je mets pas la nef où je veux. Alors moi, quand je te parle de la mettre où je veux, c'est pas à 50 cm près. Hein. C'est au centimètre près. Hein. Non mais, c'est parce que voilà, il y a des gens qui acceptent. C'est comme les gens qui me disent ah bah oui mais moi le nœud de ma queue de rat, je mets un baline tissé machin. Mais c'est impossible à pêcher avec ça. Vous balancez à coup à droite, à coup à gauche quoi. Donc c'est pour ça moi je fais un baline très rigide, le prolongement de la soie. Et après je fais mes 80 cm de pré-pointe. Et après je fais mes pointes de une fois et demie la canne, en suivant la longueur que je veux. Mais je veux pêcher très très profond avec discrétion ou pas, bah, je rallonge ma pointe en 10 centièmes ou en 8, je la rallonge ou je la réduis. Et après, quand je vais changer cette pointe-là, bah, je vais rogner sur mon 15 centièmes. Donc j'estime qu'un nœud, ça prend 5 cm de fil. Donc je vais pouvoir changer tant de fois de pointe. Et après, bah, je changerai mon 15 centièmes ou mon 12 centièmes. Je remettrai 80 cm au bout du 17 ou du 18 pour rallonger puis recommencer à faire des pointes. Du coup, tu passes carrément du 17 au 12 si tu pêches en 10. 17, voilà, 17 au 12. Non, je fais 17, 15, 15, 12 ou 15, 10. D'accord. Alors pourquoi faire une cassure de 15, 10 ou 15, 12, avec de 15, la cassure de 15 en 80 cm avec la longueur de pointe de une fois et demi la canne là, qui fasse deux grandes brassées, on appelle ça. En fait, vous faites une cassure dans la distance du bas de ligne et dans le diamètre en même temps. Et en faisant une cassure, quand vous allez pêcher, comme moi je pêche en FAV beaucoup, vous allez créer cet effet que la nef vient se claquer à côté du bas de ligne pour descendre très rapidement en créant cette cassure. Ça va vous aider à poser paquet en fait. D'accord. Donc là, mais par contre, ce bas de ligne-là, j'utilise pour la sèche, pour pêcher un indicateur ou autre, et ça va très bien. Je ne me prends pas la tête, je fais tout le temps le même bas de ligne. J'en prépare à l'avance, dans des sachets, fini, au revoir.
Ok. Mais par contre, quand vous faites un baline recuit, je vous donne un conseil, et gardez-le, c'est 35-40 minutes dans l'eau bouillante ou dans le café bouillant ou quelque chose. C'est pas 10 minutes. Hein. Le baline, il va pas s'étendre. Hein. Donc, C'est 35-40, vraiment dans de l'eau bouillante. il faut que ça boue quand vous le mettez, ouais. Ouais. Et que ça reste bouillant et que ça boue quand vous le mettez dedans. Moi, ce que je fais, je vais vous donner une méthode. Je vais vous donner ma méthode. Après, attention, il y a plein d'autres méthodes qui marchent aussi. Hein. Moi, je le coince dans des fourchettes, le baline, une fois que j'ai enroulé. Vous voyez, j'ai fait mon baline du 45 ou du 40 jusqu'au 20. Je prends le 20 centième, j'enroule. Hop, quand j'arrive au 40, hop, je fais 2-3 tours dans ma boucle pour tenir en boucle, qu'il fasse un cercle. Et ça, je le passe dans une fourchette pour pas qu'il touche les bords de la casserole. Et j'en mets 2-3 de baline, coincé à la fourchette, boum, dans la casserole, et ça touche pas les bords. Et 35-40 minutes comme ça. Je le sors. Quand je le sors, je le passe à l'eau froide pour arrêter la cuisson, pas prendre une surcuisson et quoi que ce soit. Je le passe à l'eau froide. Après, je le défais, je l'étends complètement, parce qu'autrement, si je le laisse comme ça, j'ai fait chaud, froid, machin et tout, il va garder la mémoire. Et quand il va être enroulé, après, il va garder toutes les annelures. Donc, je le défais, je le sors, je l'étends, tout bien, je le laisse bien sécher, et une fois que c'est bon, je le renroule, je le mets dans un sachet. Donc tu les cuis, tes bas de ligne, ils sont déjà montés avec les nœuds. Oui, Ouais. oui, tout monté. Donc tu n'as pas de différence de cuisson entre Non, le 20, le 30, comme non, certains préconisent, quoi. non. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça sert à rien de faire des morceaux de 50 ou de 60 et puis de les faire cuire 10 minutes là, 15 minutes là, ça sert à rien. Vous faites cuire 35-40 minutes, vous allez avoir une cuisson qui va être plus forte sur un que sur l'autre diamètre, effectivement, mais vous verrez, l'extensivité sera la même et la résistance sera la même. Bah, c'est ma manière de faire après. Et moi, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Alors, pour information, quand on me dit, il y a des copains, moi, qui me disent des fois, ouais, bah ouais, t'as cuit le 20 centièmes pendant 30-40 minutes, là, ouais, il tient plus la route, tu vas casser n'importe quoi. Bah, je dis, bah, t'as vu, je sors des poissons qui font 70 plus, et puis je les casse pas. Non, alors moi, c'est pour ça que je pêche avec du Frogger fluorocarbone, un des fils les plus chers du marché, parce qu'il a une particularité, ce fil-là, c'est qu'il a 40% d'élasticité. D'accord. Ouais. Le Frogger, mais le Frogger, le point de gaz, c'est qu'il vaut 15 € les 25 mètres. Ouais, mais alors, je vais vous dire un autre truc pareil, ça fait cher. Maintenant, vous pêchez avec un fil qui vaut 15 € les 25 mètres, mais t'en utilises. Après, voilà, faut pêcher quand même et pas s'en mêler tout le temps. Mais quelqu'un comme moi, j'utilise mon baline des fois pendant 3. Ma pointe de 10 centièmes, elle me fait des fois pendant 3 semaines. En allant 3 fois, 4 fois par semaine. Ça ne change pas, rien. Je ne perds pas de mouche, rien. Si jamais je mettais un fil à 2 € et que je perdais 25 mouches, j'aurais gagné quoi? Donc, je préfère mettre le prix dans le fil, puis me dire, ben voilà, j'essaie de. Si je perds une mouche, je perds une mouche, mais j'en perds moins. Après, c'est un choix. Hein. Mais quand tu passes en sèche, il te gratte son bas de ligne, non? Quand tu passes en sèche, du coup, tu restes en bas de ligne. Non, ma ligne reste toujours le même. Je ne touche à rien. Et donc, le fil s'immerge un petit peu quand on pointe. Comment? Ton fil il s'immerge un peu plus quand même, alors si tu le graisses pas au Frogger en fluorocarbone. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer un truc tout simple. Un fil qui est au-dessus de l'eau, qui est bien au-dessus de l'eau, d'accord? Si vous le regardez et qu'il est posé sur l'eau et qu'il est graissé et qu'il est au-dessus de l'eau, il a une réverbération qui est beaucoup plus importante au niveau de l'axe. Plus il est immergé, moins la visibilité du fil est importante. Moi, je préfère qu'il soit à peine immergé, qu'il soit dans la pellicule de l'eau, parce qu'il brillera moins, il se verra moins. Hein. Plus il est haut, plus il va se voir. Hein. C'est de la physique. Hein. Ouais.
Ouais, finalement, ça va aussi. Mais il y en a qui disent qu'il n'est pas sous les yeux. Je ne suis pas d'accord. Ok, je crois qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Le seul point que je vais apporter, c'est quand je pêche effectivement dans un petit ruisseau comme chez vous là, qui fait 5-6 mètres de large, je vais réduire ma pointe. Ouais. Parce que effectivement, endroit encombré, machin et tout, j'ai pas le geste avec l'amplitude que je peux avoir ailleurs. Donc sur un petit ruisseau de 5 à 6 mètres, effectivement, je vais réduire ma pointe. Elle va faire plus qu'à 1,50 m au lieu de faire une fois et demie la canne ou une fois la canne. Hein. Voilà, pour pouvoir avoir justement ce petit geste pour pouvoir arriver à être précis et puis pas m'emmêler dans tous les sens. Quoi. Donc, petit milieu encombré, je réduis la pointe. Mais sur les milieux où, comme chez nous, moi je pêche beaucoup la loue, tout ça, les rivières, faut de la discrétion. Donc plus la pointe est longue, plus la discrétion on l'a. Quoi. Ok. Là, apparemment, c'est tout bon. Hein, là. C'est clair. Hein. Quel type de nœud il utilise? Quel type de nœud pour le bas de ligne? Pour faire mon bas de ligne, jusqu'à mon 15 centième, je fais le nœud baril classique. Ouais. Et après, je fais le nœud du chirurgien pour arriver sur mes petits diamètres. Parce que le nœud baril, je trouve qu'il n'est pas assez costaud en petit diamètre. Et pour le nœud de la mouche, je fais le nœud en 8, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà. Okay. Non. Le nœud de chirurgien, il est très bien pour la pointe. Le nœud en 8, c'est pour accrocher la mouche. Ouais, mais pointe et pré-pointe, ça marche bien le nœud en 8 aussi. Pointe et pré-pointe, ça marche bien le nœud en 8. Oui, mais là, il faut faire un choix. Pointe et pré-pointe. Ok. Super. Oui, Merci beaucoup, Cédric, c'était cool. Et on va attendre avec impatience tes recommandations pour l'Autriche et l'Espagne. Bah, je les ai transmis à Kevin, là, je vais donner les sites là. Il les a, machin, il vous les transmettra. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour y répondre. Hein. Je crois que c'est tout bon, que là, il n'y a plus de questions dans la salle. Ok. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci Cédric. Bravo. Merci Cédric. Bah, oui, merci à vous. Et puis je vous dis, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous passez par Kevin à la rigueur, il me les pose et je répondrai. Hein. Ok. Pas de souci, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé et puis que vous avez appris des choses. Écoute, on a appris plein de choses, ça nous a bien dépaysé, on va dire, et puis tes petits montages simples, efficaces, c'est très bien, c'est très très bien pour remplir les boîtes. Et voilà, pour les montages de la sèche ou de la nymphe, n'hésitez pas à varier les poids pour la nymphe, les tailles, les couleurs. Pour la sèche, pareil. Hein. Ouais. Et la nymphe, quand tu le montes avec des billes, moi je pêche beaucoup en nymphe au fil. Donc tu mets tes cercles, tu fais ton enroulement de faisan. Ouais. Et ta bille, elle est devant. Tu utilises différentes couleurs de billes ou Alors moi, je pêche essentiellement avec du cuivre ou du cuivre terni. Mais j'ai des copains qui pêchent avec de l'argent, avec du blanc, avec de l'or, avec du noir. Ça marche, tout marche. Moi, je fais dans la simplicité parce que c'est mon tempérament, c'est moi qui est comme ça. D'accord.